Donc moi je suis Bruno Chatagnon, je suis le patron de Picbois Signalétique. Notre métier, on va voir sur les slides suivants, c'est de faire de la signalétique et des mobiliers pour accueillir le public dans les espaces de loisirs. Donc là on va voir quelques produits. On est installé à Brégnier-Cordon, donc dans le sud du département. Enfin, on a 4 ateliers en France, dont le principal qui est là. Voilà, on peut y aller. Ouais. Voilà des choses qu'on a fait donc en bois. On fait déjà, on travaille beaucoup dans les stations. Voilà, on peut passer à la suivante. Voilà, on fait aussi des panneaux, comment dire, dans les villages, des panneaux pour renseigner, pour guider, pour sécuriser, etc. On peut avancer. Voilà, on a aussi notre produit phare, c'est les panneaux de randonnée. Donc, par exemple, dans ce département, comme la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, le Rhône, pour ne citer que ceux-là, c'est nous qui équipons les sentiers. On reparlera d'ailleurs des panneaux de sentiers. On peut passer à la suite. Voilà, donc je voulais déjà poser un petit peu les bases que vous connaissez peut-être déjà. On peut classer, on va dire, l'économie en trois catégories. L'économie linéaire, donc qui consiste à extraire des matériaux, les transporter, les transformer, les mettre à disposition de l'utilisateur et ensuite de les faire disparaître, voilà, de les supprimer. L'économie du recyclage, c'est celle qui est aujourd'hui, on va dire, qui se met en place. C'est toujours de l'économie linéaire au départ, mais au bout, on essaie d'éviter de jeter. Et donc, on va essayer de valoriser les choses. Donc, comme les produits qu'on récupère n'ont pas été conçus pour être réemployés, eh bien, il y a des difficultés, il y a des coûts, etc. L'économie circulaire, qui s'appuie sur l'éco-conception, en fait, c'est que quand on conçoit un produit, on prévoit déjà, bien sûr, qu'il ait un impact environnemental le plus faible possible pendant toutes ces étapes de vie. On fait une analyse de cycle de vie, et que notamment en fin de vie, ça ne soit pas un problème. Par exemple, que les éléments de différents matériaux se séparent facilement et qu'on puisse bien identifier les filières dans lesquelles on va les valoriser. Donc on est clairement, on voit que les poubelles ne sont pas remplies pareil dans les trois cas. Et on rappelle, bien sûr, c'est que la nature, elle, depuis quelques milliards d'années, applique l'économie circulaire. On peut aller sur la suite. Alors, on a ici un exemple de réalisation. C'est tout basique, hein, mais c'est dans un lycée. Le lycée a fait la démarche avec les financements régionaux, finalement de réemployer des mobiliers, donc qui ne sont pas jetés pour le coup et qui sont réutilisés. Voilà, donc ça c'est du réemploi. Ça c'est des choses bien entendu qu'on a fait, que Picbois a fait. Enfin en tout cas, nous on n'a rien fabriqué, on a juste éventuellement réparé, consolidé, et puis on a remis dans le réseau. Après, on peut regarder la suite. Voilà, donc là, on voit pareil des mobiliers récupérés. Et puis à côté, là, c'est des planches qui ont été récupérées, retravaillées, qui viennent de Enfin Matériothèque. Voilà, donc on a déjà deux notions de réemploi, c'est-à-dire que là, on a complètement retravaillé le bois. Hein, et là, par contre, on a juste réparé, et installé. Donc on a là déjà une cohabitation de deux modes de réemploi ou de recyclage. Et puis ensuite, on va voir que dans le même lycée, on a aussi, alors là, on va parler d'éco-conception, c'est-à-dire que ça, c'est des mobiliers qui sont réalisés avec des panneaux, qui sont assemblés avec des éléments qui permettent un démontage sans outils et éventuellement, comme si vous voulez, comme des mécanos ou des Lego, eh bien éventuellement un jour les réemployer pour faire d'autres meubles.
Donc là, on est clairement sur l'approche éco-conception. Donc bien évidemment, en fin de vie, on voit que les éléments peuvent se séparer. Donc il y a des éléments en plastique parce que ça ne peut pas être fait autrement. Et puis du bois. Et c'est tout. Et en plus, tout peut être séparé par quelqu'un de non qualifié. Il n'y a aucun danger. On peut si le produit est vraiment à jeter, je dirais, eh bien, on va pouvoir identifier deux filières de traitement ou de valorisation. Et puis sinon, bien entendu, c'est fait pour être éventuellement réemployé, c'est-à-dire qu'on peut peut-être faire, je ne sais pas, dans quelques années, le lycée en question va peut-être plus avoir besoin de ça. Donc là, pour le coup, c'est des bancs avec une partie pour mettre des plantes. Voilà, ça, si on démonte, eh bien, on va pouvoir faire, je sais pas, des tables. On peut faire toutes sortes de choses avec ça, comme un petit peu l'imagination de l'enfant avec ses Legos. Donc là, voilà, on est sur une autre démarche qui est qu'avant même de commencer à fabriquer le produit, on s'est déjà projeté sur sa fin de vie et son réemploi. On va continuer. Là, on voit le même principe de panneau. Et là, c'est pour une classe maternelle. Donc, on a un système d'assises, en fait, avec une partie qui s'extrait. Et donc, l'instituteur ou l'institutrice peut rassembler les enfants sur un espace réduit. Et ensuite, ces espaces sont conçus pour être éventuellement réutilisés dans d'autres moments de la journée où la petite assise basse et l'assise haute deviennent bureau et banc. Et puis l'arrière aussi peut recevoir des éléments complémentaires d'affichage, de tableaux, etc. Donc ça, c'est, on va dire, un module de base, et puis sur lequel, après, on vient rajouter des choses. Et tout le monde peut le faire. Donc ça répond à un besoin, par exemple, pour les instituteurs, de gain de place. Parce que souvent, c'est un peu le problème qu'ils ont dans les classes. Et aussi, un autre problème qu'ils ont, c'est que d'une année sur l'autre, ou même en cours d'année, eh bien, ils ont besoin de réaménager différemment, réagencer leur classe différemment. Et si ça doit passer par les services techniques, par exemple, de la ville, eh bien, en gros, ça ne se fait pas. Donc là, ça permet aux personnes d'être complètement autonomes par rapport à cette problématique. On va continuer. Là, c'est toujours le même principe, mais designé de façon à ce qu'on puisse faire une assise et un bureau. On voit qu'il y a un système d'assemblage qui est réglable. Et toujours pareil, c'est toujours avec les mêmes principes. Donc, on appelle cubétique. Et avec ce principe-là, on va pouvoir, sans outils et en quelques instants, bien déplacer l'assise ou bien relever le plateau du bureau. Donc là, l'idée, c'est de dire, ben, on fait des meubles, vous savez tous que quand on achète un meuble, par exemple, pour un petit, eh bien, on sait que quand il va grandir, ben, le meuble n'ira plus, et puis il faudra aller à la déchetterie, et puis jeter par-dessus bord, ou peut-être le donner à quelqu'un d'autre, mais c'est pas forcément le meilleur scénario en termes environnementaux. Là, comme c'est fait, en théorie, le mobilier peut aller en gros de 3 ans à 15 ans. Puisque le bureau en position haute, il est à la même hauteur que cette femme. Voilà, bien évidemment, on va travailler avec du bois, qui est je ne sais pas où je vais apprendre que c'est le meilleur matériau en termes environnementaux. Je rappelle parfois aux gens de l'aluminium ou autre que c'est un matériau qui se fabrique tout seul, donc, et en plus qui capte le gaz carbonique. Et évidemment, les finitions aussi sont choisis pour leur impact plus faible sur l'environnement. Voilà, on va continuer. Un autre sujet de réemploi, tout à l'heure on a vu les panneaux de randonnée. Eh bien, depuis quelques mois, Big Bois propose aux gens qui ont des panneaux de randonnée, il faut savoir que nous, simplement sur le site ici de l'Ain, on en fabrique 10 à 20 000 par an, des panneaux de randonnée. Donc évidemment, sur 10 à 20 000, ben, il y en a qui sont parce que les sentiers changent, parce qu'il y a des erreurs, il se passe plein de choses qui font que sur les 10 à 20 000, il y en a quelques centaines qui sont récupérées
Et nous, on propose de les reprendre et de les utiliser pour faire des panneaux d'assises, pour faire des habillages de corbeilles, voilà. Et donc là, on est sur une économie, alors circulaire, mais dans la phase, il est vrai que le panneau, quand on l'a conçu, on n'avait pas imaginé qu'il puisse devenir du mobilier urbain. Si on avait été un peu plus malin, on aurait peut-être, par exemple, fait des préperçages à l'arrière tout près, pour que le jour où ça devient un mobilier, il n'y a rien à faire d'autre que les refixer sur un nouveau support. Voilà, donc ça, dans ce cas-là, ça aurait été de l'éco-conception. Là, on réemploie, alors ça a son charme, on va dire, voilà, parce que on voit bien que c'est du réemploi quand on voit le mobilier, qu'il a cette particularité. Voilà, donc il y a depuis plus d'1 an une loi en France qui s'appelle la loi AGEC, anti-gaspillage et économie circulaire, donc qui oblige entre autres les collectivités locales, les acheteurs publics, à prévoir pour ce qui est du mobilier urbain 5% de réemploi. Donc voilà, nous on suit ce mouvement et on veut proposer des solutions aux collectivités locales qui sont aujourd'hui, pour certaines en tout cas, à la recherche de solutions qui répondent à ces critères-là. Voilà, donc on est en train de travailler le sujet, mais on voit bien l'histoire, c'est qu'on a un panneau, ensuite il doit être stocké, etc. Il doit être peut-être nettoyé, trié, etc. Ce qui fait qu'on va faire par exemple une nouvelle corbeille, mais en réalité, elle ne coûtera pas forcément moins cher qu'une corbeille qui est faite avec des matériaux neufs. Encore que l'actualité récente rappelle aussi l'intérêt d'avoir des matériaux qui ne coûtent finalement que de la main-d'œuvre et qui ne, par exemple, le compact qui est utilisé là, il a augmenté à peu près de 60%. Donc, ça devient intéressant, même économiquement, de transformer, on va dire, de l'importation en travail local et non délocalisable, qui est la main-d'œuvre qui va récupérer et revaloriser ce matériau. En plus, le coût en tant que déchet, ça coûte à propriétaire. Et donc là, c'est une économie qu'il peut faire. Alors ça induit aussi que les gens qui sont, par exemple, les collectivités locales qui équipent les sentiers de randonnée, eh bien, eux, ils rentrent dans une démarche complètement nouvelle pour eux, puisque c'est eux, finalement, qui sont nos fournisseurs de panneaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau et ça engendre des difficultés un petit peu, parce que il faut qu'ils se réorganisent, qu'ils identifient les ressources, que différents services qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble travaillent ensemble. Parce que là, par exemple, nous, les mobiliers urbains, ils sont faits pour le service aménagement urbain, ou voilà, d'une collectivité locale. Les panneaux, ils viennent du service randonnée ou tourisme. Donc, c'est des gens qui ne travaillent pas forcément ensemble d'habitude. Donc, tout ça, c'est un gros changement aussi d'habitude. Et puis aussi, aujourd'hui, on n'a quasiment pas d'appel d'offres publics qui disent on veut un mobilier qui est fait avec des éléments recyclés. Aujourd'hui, c'est même compliqué à définir pour eux. Voilà, donc nous on a appelé cette gamme AGEC pour reprendre l'idée de AGEC et puis M comme mobile. On va pouvoir continuer. Je vais vous parler d'un collègue qui a créé son entreprise qui s'appelle DAU. Je ne sais pas s'il y a des DAU dans le coin, mais là, lui, il est de Haute-Savoie, il y a pas mal de DAU. Et vous connaissez cet animal, et rare quand même. Et donc, lui, évidemment, il va intervenir dans cette logique en faisant de la collecte de déchets bois, démanteler, ensuite fabriquer et ensuite vendre. Donc, bien sûr, il travaille beaucoup sur commande, mais pas que. Et donc, il va transformer lui aussi les déchets en ressources en étant vraiment centré sur le bois.
Et il a été dans les précurseurs hein, dans ce domaine-là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu qu'est-ce qu'il fait. On voit bien l'opportunité, mais on voit aussi il voit aussi lui, en tout cas, qu'il y a des difficultés à surmonter. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, c'est des slides qui m'ont été fournis par lui. Donc, les difficultés, c'est que, en étant en Haute-Savoie, les mètres carrés sont très chers, les stocks chers, etc. Donc, ça coûte cher de stocker parce que quand on stocke du bois, on ne sait pas forcément si on va le employer sur l'instant en général. C'est rare qu'on ait le client avant d'avoir la matière. Donc, on a de la matière et puis après, on cherche à la placer. Donc, ce stockage, il coûte cher. La production demande beaucoup d'étapes parce que il faut commencer par démanteler le produit d'où on vient. Tout à l'heure, on a vu en présentation des palettes. Ils ont une machine spéciale pour démonter les palettes, pour couper, vous savez, les clous, séparer les planches. Si les palettes avaient été conçues ne serait-ce que par des vis au lieu de clous, eh bien, le démontage serait très facile. On dévisse et puis voilà, les éléments apparaissent comme ça. Tandis que là, ça passe dans une machine qui coupe, qui sépare les éléments, et puis après, il faut enlever le métal, parce qu'on ne pose pas dans les machines avec du métal. Donc, on voit que le fait que les palettes ne soient pas conçues pour être réemployées fait que pour ceux qui les remplacent, c'est un surcoût énorme. Voilà. Alors après, eh bien oui, il y a du transport parce que la ressource, elle est jamais là où elle est réemployée. Donc c'est du stockage parfois, je dirais, à l'endroit de la collecte. Ensuite du transport. Ensuite c'est stocké évidemment à l'abri, etc. Donc tout ça, ça coûte, ce qui fait que toutes ces étapes font qu'on n'est pas forcément sur des produits moins chers. On a donc le transport et puis la filière est en construction. Là, on est un petit peu tous en train de défricher et voilà, ne serait-ce que la demande, et c'est ça qui est clé à mon avis, c'est que il faut qu'il y ait la demande, parce qu'on a aujourd'hui, on est en train de travailler sur le tri, la capacité de transformation, on a l'économie sociale et solidaire qui s'empare du sujet, mais il faut qu'on ait des clients pour lancer les machines, pour que ça devienne une réalité économique. Aujourd'hui, c'est plus un acte militant, souvent, et donc on n'a pas forcément encore les volumes. Ceci dit, nous, dans notre domaine qui est l'équipement pour les collectivités locales, on a vu en 5 ans le tournement complet. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on commençait à en parler timidement, de réemployer des choses pour fabriquer des nouveaux produits. Mais là, c'était un refus absolu. C'est-à-dire, on veut des produits neufs, on ne va pas commencer à acheter des produits d'occasion. Voilà, surtout, ça coûte quasiment le même prix. Donc, il y avait un refus complet. Maintenant, c'est l'inverse. Il y a une demande en disant, on voudrait non seulement que ça soit du réemploi, mais on voudrait que ça se voit. Voilà. Et donc là, s'agissant des DAU, donc cette entreprise de 3 personnes, leur chiffre d'affaires l'année dernière était de 120 000 €. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe. Ils sont à la recherche d'ailleurs d'espaces plus grands. Bonsoir à tous. Moi, je suis Damien Baru, je suis architecte de formation et ce soir, je représente le collectif Enfin Réemploi, qui est un collectif de plusieurs structures qui porte un projet de filière professionnelle de réemploi de matériaux de construction sur la Savoie ou les Savoies. C'est un projet que je connais bien. J'en ai été le chef de projet, développeur, coordinateur pendant 1 an pendant la phase d'expérimentation. Et aujourd'hui, je suis rentré au comité de pilotage avec ma propre structure qui est en gestation, qui est un bureau d'études design dédié au réemploi appliqué au bâtiment. On peut passer sur la slide suivante. Je voulais commencer par vous rappeler peut-être des choses que vous connaissez déjà, mais qui sont les constats qui nous ont poussés à nous intéresser au réemploi. C'est 2 constats qui sont un petit peu
en opposition dans le monde du bâtiment, c'est que le bâtiment, il est un très gros consommateur de matières premières dont on sait aujourd'hui qu'elles sont parfois en situation de pénurie, ou en tout cas qu'elles ce sont des matières finies, c'est-à-dire qu'à un moment, elles s'arrêtent. Ça, c'est un premier constat. Et puis, le deuxième constat, c'est que le monde du bâtiment est aussi un très, très gros générateur de déchets, là où, quand on regarde de près, les choses qui sont jetées ont parfois, souvent, un potentiel pour avoir une seconde vie. Et du coup, quand on met ces deux constats l'un vers l'autre et qu'on fait de l'emploi, on apporte des solutions aux deux. C'est-à-dire que le réemploi nous permet d'éviter de produire trop de déchets, puisque le matériau, on ne le jette pas, on va l'amener vers sa seconde vie. Et quand on fait ça, eh ben, on est pourvoyeur de matières premières pour construire. Donc, on répond aux deux problématiques. Voilà. Ça, c'est un peu l'idée générale. On peut passer à la suite. Donc, juste, je reviens sur le chiffre parce qu'il est assez vertigineux. Oui. Quand on parle du monde du bâtiment, donc TP et bâtiment, on parle annuellement en France, en moyenne, de 227,5 millions de tonnes. Et c'est colossal. Ça, c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. 3,5 tonnes par personne. Voilà. Ouais. Alors, le seul bâtiment, c'est plutôt de l'ordre de 40 millions de tonnes. Je n'ai pas le chiffre exact. Le TP, forcément, bien sûr, les matériaux sont beaucoup plus lourds. Voilà, on peut passer sur la slide suivante. Alors, j'avais envie de vous parler un petit peu de ce projet déjà dans son jeu d'acteur, parce que c'est ça aussi qui en fait une forte particularité et ses atouts. C'est un projet qui a été initié par 5 structures. Une agence d'architecture qui s'appelle Kayak Architecture à Chambéry, qui s'est dédiée dans sa manière d'aborder l'architecture à aborder des projets de manière vertueuse autour de plein de principes, dont celui d'essayer d'injecter des matériaux de réemploi dans la construction. On a ensuite l'association Les Chantiers Valorisent, qui est un chantier d'insertion, qui a pour vocation de ramener des personnes qui sont éloignées de l'emploi pour X raisons, à travers plusieurs médias qui sont autour de la valorisation matière. Donc, on a du démantèlement matière, de la production de mobilier en bois valorisé, etc., etc. On a aussi le concours des arts et métiers, l'Institut qui est au Bourget-du-Lac, qui dispense des formations pour ingénieurs autour de notions comme l'éco-conception, l'économie circulaire, dont le réemploi. On a aussi une entreprise qui s'appelle Nantel Ocaben, qui est un gros recycleur en Savoie. Et puis l'entreprise d'insertion Trial, qui est acteur là aussi de collecte, débarras, curage, déchetterie professionnelle sur le déchet. Ça, c'est le collectif qui est porteur du projet. Évidemment, ce projet, il s'inscrit dans une dynamique de territoire et c'est ça qui est très précieux. On a le concours de 3 collectivités locales autour de Chambéry et de Chambéry, donc Grand Chambéry, Grand Lac, Cœur de Savoie, qui sont soutien de principe évidemment, et puis son soutien financier. Le concours de la région, là aussi en finance. La directe pour le travail en insertion, et puis un dernier partenaire, et pas des moindres, c'est un partenaire opérationnel cette fois, le PFL Savoie. Alors je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement des EPFL, ça veut dire établissement public foncier local. C'est une structure qui s'occupe de faire du portage foncier pour le compte des collectivités, donc il se porte acquéreur de terrains sur lesquels il y a des bâtiments à démolir, s'occupe de la maîtrise d'œuvre démolition, la dépollution du sol, pour rendre le terrain prêt à accueillir un nouveau projet, et à ce moment-là, il est rétrocédé à la commune. Et du coup, cette structure, depuis plusieurs années, s'est dit, c'est les quantités de déchets qu'on produit et qu'on jette, c'est plus possible. Donc, a initié une démarche qui est d'ouvrir ces chantiers à des professionnels qui sont intéressés de venir y collecter de la matière, soit en amont du chantier, soit en phase chantier, pour sauver de la matière. Et nous, on arrive là-dedans de manière très privilégiée puisque on s'affiche comme opérateur réemploi. Et du coup, ça nous a permis dès le début d'avoir un accès direct et facile à la matière. Ça, c'est très, très précieux. Et on a en dessous une somme de financeurs qui sont tout aussi importants que je détaille moins parce qu'on viendrait sur le temps. On peut passer au slide suivant. Là, vous avez une représentation du coup du cycle de la matière. On a à droite bouffe, c'est celle qu'on connaît, extraction de la matière première, une expression, une vie dans le bâtiment, et puis en fin de vie de bâtiment, cette matière, elle part en traitement. Donc au mieux, aujourd'hui, elle est recyclée.
et sinon, elle est enfouie, elle est valorisée thermiquement. Ce qu'essaye de faire le réemploi, c'est là où, comme je disais tout à l'heure, sur grosse partie de cette matière dont on considère qu'elle est un déchet, pour beaucoup, elle a un vrai potentiel pour avoir une seconde vie. Et du coup, la boucle du réemploi, donc c'est celle de gauche, elle chante la première pour allonger la durée de vie des matériaux qui ont un potentiel de réemploi. Et c'est là qu'on intervient, c'est ce qu'on appelle faire filière, et c'est bien l'ambition du projet Enfin Réemploi, c'est d'initier une filière professionnelle de réemploi de matériaux de construction. Faire filière, c'est mettre en public, éveiller tous les acteurs qui font la construction, donc de l'entreprise charpente, par exemple, du maçon, l'entreprise du bâtiment, du déconstructeur, de l'architecte, du maître d'ouvrage, celui qui fait la commande, les éveiller à la discipline du réemploi et les mettre en musique pour qu'on arrive à faire que cette boucle, qui est constituée de plusieurs maillons, elle soit effective et qu'elle fonctionne. Si on a un maillon qui saute, ça ne marche pas. Donc, c'est ça le travail qu'on a initié en fin 2020, en septembre 2020, c'est de fédérer ces acteurs et puis ensemble de se mettre en musique pour arriver à faire du réemploi. Vous avez sur les pastilles bleues les 5 structures de départ que je vous ai citées tout à l'heure et qui, chacune avec leurs compétences, nous permettent déjà, dès le début du projet, d'être actifs dans cette boucle puisqu'on arrive à nous placer chacun avec nos compétences et nos moyens sur tous les maillons et on arrive dès le début à faire boucle et à lancer de manière effective le réemploi. Évidemment, cette filière, on peut dire qu'elle ne nous appartiendra pas, c'est presque quelque chose d'intérêt général, nous on la lance. Et ensuite, potentiellement, on va pouvoir rajouter des petites pastilles avec d'autres entreprises qui vont s'investir dans le réemploi. Vous avez sur cet encart à gauche où on a stockage, préparation, vente, un maillon qui n'existait pas. Les démolisseurs, on en a. Il faut les éveiller au fait de déconstruire d'une manière particulière pour sauver la matière, mais ils existent déjà. Des architectes, des concepteurs, où là aussi on va les éveiller à travailler avec des matériaux d'emploi. Ils sont là, il faut les éveiller. Mais par contre, ce qu'on n'avait pas, c'est l'endroit où on stocke la matière, où on la reprépare pour aller vers sa seconde vie, parce que c'est pas immédiat. Quand on enlève un matériau d'un bâtiment qui est déconstruit, il a eu sa première vie et il n'est pas forcément directement adapté à partir tout de suite sur sa seconde vie. Il faut le travailler un petit peu. Et donc, dans cet endroit, on appelle nous la plateforme, on lui a donné un nom, c'est la Matériauthèque, qui est située à Chambéry, où on va stocker et reconditionner cette matière. Voilà, je peux passer sur le slide suivant. Et donc là où nous, on se positionne dans une mission qui est celle d'être inventeur et promoteur de solutions de réemploi, la première qu'on a choisi de travailler pendant notre phase d'expérimentation qui a duré un peu plus d'1 an, depuis septembre 2020, c'est cette plateforme, ce principal outil qui manquait, la plateforme réemploi. Donc on a un bâtiment qui nous a été mis à disposition par la collectivité de Grand Chambéry pour 2 ans initialement, et puis heureusement maintenant on sait un petit peu plus, parce que je rejoins ce que disait Bruno tout à l'heure, le foncier il est dur et cher à trouver en Haute-Savoie, c'est aussi le cas en Savoie. Et donc, du coup, le premier travail, ça a été de construire l'ergonomie de travail de ce lieu. Donc, c'est un bâtiment entrepôt qui était vide et du coup, on a construit toute l'ergonomie de stockage, bureau et atelier de menuiserie intégrée pour travailler notamment la matière bois. Le fait de travailler sur ces outils nous a permis d'aborder en tout cas la majorité des postes qui font la chaîne du réemploi, à savoir le premier, toute la partie qui concerne le gisement, comment on extrait la matière, comment on la préserve, quel partenariat on tisse, comment on réapprend à déconstruire plutôt qu'à démolir, etc., etc. Le poste de la plateforme, qu'est-ce qu'on y fait sur la plateforme? Évidemment, on stocke. La question du stockage, quand on fait du réemploi, c'est un vrai sujet, l'architecture du stock. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'inverse d'un fonctionnement classique, on n'a pas un fournisseur qui, à partir de la matière première, nous amène un matériau semi-fini, et puis on stocke quand on connaît les volumes, les dimensions, etc. Là, tous les jours, on a des matériaux qui arrivent qui sont différents de la veille. Du coup, quand on doit stocker ça, il faut savoir s'adapter. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ensuite, comment on invente une manière de préparer, de réparer, de reconditionner, de transformer ces matériaux. Donc, il faut déjà les caractériser, bien identifier ce que c'est, quelle a été leur première vie, quelle est leur capacité de réemploi. Et puis, qu'est-ce qu'il faut apporter comme tâche pour qu'ils puissent avoir effectivement leur seconde vie. Et puis ensuite, il y a des postes qui
pourrait être comment on les réinterprète parfois pour les réutiliser, parce qu'un matériau, par exemple, ça a été abordé comme ça plusieurs fois par d'autres opérateurs que nous, mais à partir d'une porte, quand on démolit un bâtiment de logement, on se retrouve avec 200 portes palières qui ne sont plus aux normes pour être portes palières, par exemple, parce qu'elles ne sont pas assez coupe-feu, parce qu'il y a raison. Pour autant, il ne faut pas les jeter. Donc là, il faut apporter une petite dose de design, de conception pour se dire voilà, comment on réutilise ce matériau pour faire autre chose. Donc la porte peut devenir un bureau. Voilà. Cette intervention-là aussi, on essaye de la mettre en place. Et puis aussi, point très très important, crucial, c'est la vente. Donc comment on diffuse la matière qu'on a récoltée, parce que le but, c'est pas d'amasser de la matière, le but, c'est bien qu'elle trouve sa seconde vie. Et donc, pour ça, il faut la vendre, la diffuser. Donc, nous, on a deux publics. Le public des particuliers, qui est le premier le plus facile à aborder, parce que le particulier recherche des matériaux peu chers. Il est prêt à y passer du temps pour les reconditionner lui-même. Donc ça, on arrive à le faire. On va pas faire des prix qui sont solidaires pour peu que nous, on n'intervienne pas trop sur la matière, parce que c'est ça qui coûte, c'est le temps humain. Et puis le particulier aussi, il s'assoit un petit peu sur tout l'aspect normatif des choses, puisque c'est lui qui autoconstruit. Voilà. Donc, tout ça lui va bien. On a un autre public visé, des fois qu'on a encore peu atteint, c'est celui des professionnels. Professionnels du bâtiment, le bâtiment, c'est un monde qui est très très normé, très très encadré, et heureusement. Mais du coup, quand on travaille avec des matériaux qui sont d'occasion, il faut arriver à s'immiscer dans cet univers normatif, assurantiel. Et là, il y a toujours un point de blocage, pas que pour nous, pour tous ceux qui font du emploi. On sait faire sur des projets pilotes, en y mettant beaucoup d'énergie. Il n'y a encore rien de systématique et c'est là qu'il va falloir arriver à trouver des solutions, notamment assurantielles, pour qu'on puisse massifier le réemploi, donc parler de très gros volumes, que le réemploi devienne la norme et que ce soit presque facile d'en faire. Aujourd'hui, il y a encore quelques points qui sont à lever, mais tout le monde y travaille. Donc, on avance. Voilà. La question des débouchés, donc je l'ai abordée en parlant de la vente. Vers qui on peut adresser ces matériaux, et là encore, il faut sensibiliser, il faut rassurer. Voilà. On peut passer sur la slide suivante. Donc là, vous avez quelques images de notre entrepôt à la matériothèque. Donc c'est un lieu où on stocke, on collecte en multi-filières matériaux. C'est-à-dire qu'on peut trouver de tout, mais on n'a pas de tout. C'est-à-dire que voilà, quand on vient chercher de la plomberie, ben, peut-être qu'on va trouver des éléments de canalisation, mais qu'on n'aura pas le raccord. Voilà. Ça, nous, on est tributaire de ce qui est disponible en gisement et on ne peut pas tout avoir non plus, en tout cas pas pour l'instant. Et on a quand même un matériau de prédilection depuis le début, c'est celui du bois. Pour deux raisons, parce qu'il nous a semblé que c'était un matériau qui était plus facile à aborder dans sa manière d'être conditionné. C'est une matière qu'on arrive facilement à travailler. Et puis aussi parce qu'on avait en interne dans l'une des structures un atelier de menuiserie. On a intégré, qu'on a hébergé immédiatement sur la plateforme qui nous permet de reconditionner la matière brute. On peut passer à la slide suivante. Donc là, vous avez encore quelques images du stock. On a un petit extérieur aussi pour les gros éléments qu'on n'arriverait pas à rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est plus pour illustrer, hein, donc on peut passer pour la suite. Vous avez une image à gauche de ce qu'on appelle l'atelier bois. Donc c'est cet atelier de menuiserie qui a un format plutôt classique d'atelier de menuiserie artisanale. On n'a pas de machine numérique, etc. Peut-être que vous connaissez plus. Donc, cet atelier, il a deux vocations. Donc, il est à la fois reconditionneur de la matière bois, plutôt sur un volet de standardisation de dimensions. C'est-à-dire que nous, on a des matériaux qui arrivent, quand on a un lot de planches qui arrive, il y en a qui ressemble à la précédente. Elles sont toutes variées. Et quand on essaye de les vendre, ne serait-ce que pour faire un prix, on s'est dit à un moment, il faut standardiser les dimensions. Alors, pas forcément, parce qu'on n'y arrive pas souvent, pour retrouver celle du neuf, mais en tout cas, des standards de chez nous qui permettent à un artisan de dire, voilà, là, je sais que j'ai un volume de 1 à 2 palettes de telle dimension, je peux faire mon projet avec. Et puis, son autre vocation à cet atelier, c'est de produire des objets, des petits mobiliers surcités à partir de bois de récupération. Voilà, donc c'est très modestement un petit peu
parce que la manière dont aborde le sujet Bruno, mais ici beaucoup sur des petits objets avec une solution très confidentielle. Voilà, puis on a une image aussi des bureaux qu'on s'est créés avec Sado Réunion qui nous permettent aussi de sensibiliser divers acteurs autour du sujet du réemploi. On peut passer sur la slide suivante. Voilà. Alors, on a abordé la première solution, c'est multi-plateforme, et on travaille, donc c'est des solutions qui sont en construction sur deux autres aspects. On a dans nos partenaires à l'initiative du projet la compétence de curage. Donc le curage, c'est aller déposer à l'intérieur du bâtiment, sans toucher aux gros œuvres, tout ce qui est à l'intérieur et qu'on peut déposer et préserver et bien trier avant que le gros du bâtiment soit démoli. Donc nous, on a cette compétence et on veut apporter cette offre de prestation de curage préservant. Donc c'est la manière de curer en conscience qu'on veut amener cette manière vers l'emploi. Et du coup, il y a des techniques particulières à avoir, une précaution particulière dans le démontage, dans le conditionnement et dans le transport, qui fait qu'on garde la qualité et son potentiel au matériau pour aller dans le réemploi. Ça, c'est un pôle qu'on est en train de créer. Et puis un deuxième pôle, on s'est rendu compte quand on veut toucher le professionnel qu'il est plutôt intéressé par le sujet, mais qu'on ne sait pas trop comment faire. Donc là, je parle des collectivités, des maîtres d'ouvrage, des architectes. On a besoin d'un accompagnement de type ingénierie. Et donc, on a dans le collectif l'agence CAIA qui fait déjà des diagnostics ressources, qui est assistante à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre pour accompagner. Et moi, demain, sur la partie plus design, donc plus sur l'échelle du matériau de l'objet, pour apporter cet accompagnement. On est aussi sur un volet de R&D, on est défricheurs et on a envie d'aller plus loin que de collecter et stocker de la matière, ce qui est déjà très bien. Mais c'est aussi parfois, quand on a un matériau, d'inventer une filière dédiée à ce matériau. Par exemple, il y a une structure à Paris qui s'appelle Mobius, qui s'est dédiée à un matériau du bâtiment unique, un objet unique du bâtiment, c'est les systèmes de faux planchers techniques. Donc, c'est des choses qu'on trouve dans le tertiaire. On a moins chez nous à Chambéry, qui est une petite ville, peut-être qu'on a moins ici aussi. Donc, c'est pas un matériau qui sera pertinent ici. En tout cas, eux font ça et ils ne travaillent que ce matériau. Ils ont inventé un procédé pour les reconditionner de manière sûre et pouvoir les réassurer au même titre qu'un matériau neuf. Et ça, c'est déterminant. Ils ont un process industriel et une garantie à la clé. Et donc là, le client futur, quel qu'il soit professionnel, il peut acheter en toute sérénité et ça fonctionne très bien. C'est comme ça que le réemploi il réussira à se massifier quand on invente ces sous-filières par matériau. Donc voilà les sujets d'aujourd'hui et encore plus demain. Peut-être un point que je n'ai pas détaillé, j'y reviens, c'est là où on trouve nos gisements. Les gisements qu'on a, c'est des chantiers de démolition essentiellement, des partenariats avec des industriels qui ont dans leur production des chutes de production dont on peut encore faire quelque chose. Donc là, on est déjà dans presque autre chose que le réemploi. Et puis, de manière plus anecdotique, on a des produits neufs là, qui cherchent leur première vue, qui ont eu soit une erreur de cote, une erreur de commande, et on en voit malheureusement beaucoup sur les chantiers, notamment dans les menuiseries extérieures, par exemple, une erreur de cote qui a été reproduite en série sur les 200 mètres qu'on avait commandés pour le logement. Là, c'est fait. Et bon, là. Donc, on est aussi sur ce créneau-là parce qu'on est dans notre rôle à sauver ces matériaux de la benne quand bien même c'est pas dur. Voilà, je ne sais plus si j'ai encore des slides derrière. Si. Voilà, alors je voulais faire un peu plus, puisque là on est dans un univers de boiseux, sur un projet de R&D qu'on a entamé il y a quelques mois, notamment avec Kayak Architecture et l'École des Arts et Métiers. C'est la manière dont on peut extraire de manière préservante et exploiter les bois de charpente. C'est un objet sur lequel on a été très rapidement et beaucoup sollicité. Vous avez une image à gauche, voilà, là, aujourd'hui, comment ça se passe sur un chantier de démolition quand on démonte la charpente? C'est un gros tas de bois qui a été déposé à la pince, à la pelle, et du coup qui est brisé comme. Donc c'est un tas de mikado, mais brisé en plus. Et donc, on a fait ce travail d'aller sur chantier avec des valoristes pour essayer d'extraire cette matière. On coupe les parties abîmées, on démantèle les fermes et on récupère des parties saines des poutres pour les emmener ensuite sur la plateforme. Donc là, vous avez l'image du transport. Là encore, il y a amélioré, c'est qu'on le transport il se fait par benne, là où on mettrait des gravats par exemple.
ce qui n'est pas idéal quand on veut préserver la matière. Pour préserver la matière, il faut bien l'arranger dès le chantier, en fait. Même dans le transport, elle est un parcours qui n'abîme pas encore plus. Quand on la décharge, là, c'est déchargé comme un godet, et donc elle s'abîme encore en tombant sur le sol. Donc là, il faut progresser, et donc c'est le travail qu'on fait aussi avec les acteurs de la démolition et du transport. C'est comment, en les mettant dans la boucle et en les sensibilisant, et ben, on progresse pour arriver à faire du réemploi de manière convenable. Ensuite, on a une étape très lourde de préparation qui a abordé aussi un peu Bruno en parlant de DAU, c'est il faut extraire toutes les parties dures des bois si on veut les mettre en machine derrière, donc c'est essentiellement du métal. Donc c'est des pièces d'assemblage, c'est des clous, c'est des choses qu'on peut trouver dans le bois forêt quand on a des éclats d'obus par exemple. Donc le travail amont, nous on le fait de manière très très artisanale, avec des détecteurs à métaux aujourd'hui qui sont presque de la taille d'une calculatrice. Et donc là, nous on est en tout début de recherche, donc on n'a pas encore investi dans des. Il existe des systèmes beaucoup plus importants. Et c'est là où les industriels du bois pourront nous aider à faire mieux, puisqu'eux ont cette compétence de travailler du bois de manière industrielle. Une fois qu'on a préparé ces bois qui sont sains et qui n'ont plus d'éléments solides, on travaille avec un acteur local qui a une scierie mobile. Et l'idée, c'est qu'on les exploite comme on exploite le bois de forêt. On en ressort des sous-sections. À partir des poutres, on en fait de la planche, on en fait. Là, on a fait un test avec des montants format ossature bois. Et donc, on est allé jusqu'à fabriquer notre vitrine d'entrée avec ces montants d'ossature issus de bois de charpente. On peut passer sur l'image d'après qui est un petit peu plus grosse pour montrer. Donc, voilà le lot qu'on a sorti à partir de nos bois de charpente, qui était un lot très hétérogène en dimension. Et ben, on ressort un bois qui est du coup plutôt très sec, qui a fissuré mais qui est stable. Enfin, qui s'est fendu, je ne sais pas exactement comment on dit, et qui est plutôt sain. Et du coup, ensuite, on l'utilise comme une ossature bois issue du bois forêt d'une filière industrielle pour fabriquer ici voilà, une boue derrière à partir à 100% en matériaux de réemploi. Hein. Menuiserie, tout le bois et le verre est issu de réemploi. Et sur ce sujet, on a travaillé avec 2 groupes d'étudiants de l'École des Arts et Métiers qui ont fait leur stage de fin d'études, alors que c'est des tout petits stages, il ne faut pas imaginer que c'est des thèses entières, qui ont réfléchi à la manière dont on favorise le réemploi du bois. On a une dernière image. Nous, l'idée avec l'École des Arts et Métiers, on peut passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Là, c'est une image un peu sympa. On a travaillé qu'est-ce qu'on peut inventer comme produit industrialisable à partir de nos bois refaçonnés à partir de bois de charpente de réemploi. Et donc là, c'est un prototype qu'on a fait. Donc c'est beaucoup de pistes. On a travaillé beaucoup de pistes. Là, c'est juste une pour illustrer un prototype de bout de treillis à partir de bois redimensionné à partir de bout de charpente. À vocation, du coup, d'industrialisation pour la suite. Voilà. Et j'en ai terminé. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une dernière slide, c'est si jamais vous voulez aller plus loin, on a un site internet, enfinréemploi.fr, où vous pouvez trouver informations et contacts. Merci beaucoup. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est Nicolas Hénin de Villa Aménagement Durable. Je suis heureux d'être ici et d'avoir pu assister à ces 2 interventions fort intéressantes ce soir. Et je vais vous parler très rapidement de VAD, Villa Aménagement Durable, et de l'action qu'on mène en lien avec le réemploi. VAD, c'est ce qu'on appelle un centre de ressources et d'échange. C'est-à-dire que c'est on anime l'animation de réseau de professionnels, donc vraiment un réseau multi-acteurs de professions de la construction et de l'aménagement, donc de l'urbanisme, du paysagisme au sens plus large. Donc c'est-à-dire qu'on a pas mal parmi nos adhérents, pas mal d'architectes, pas mal de concepteurs, mais aussi pas mal d'ingénieurs, aussi des entreprises et des maîtres de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de promoteurs privés, que des collectivités locales de différentes échelles. Donc voilà, c'est pour que vous compreniez bien le réseau. Et là-dessus, avec un champ d'action pour toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, on est basé à Lyon. On a beaucoup d'acteurs dans le réseau qui sont dans le Rhône
autour de Lyon, mais on est présent sur tous les départements de la région. Et après, on va avoir tout un programme de sensibilisation d'information, parce que c'est un peu ça aussi les enjeux du réseau, une montée en compétences via le partage des expertises de ces différents professionnels qui font le réseau. Et pour prendre un cas concret, parce qu'on a beaucoup de thématiques justement en lien avec le développement durable. Et là, depuis quelques années, il y a cette durée emploi qui grossit vraiment. Enfin, c'est vraiment une thématique avec un intérêt. Et donc on fonctionne avec des actions collectives. Les actions collectives, c'est ce qui rassemble justement les professionnels du réseau sur ces thématiques-là. Et sur cette durée emploi, là, on a lancé vraiment cette dynamique début 2020, juste en février. Donc ça correspond à peu près à la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour l'économie circulaire, cité par Bruno. Donc c'est pas pour rien, on voit qu'il y a vraiment actuellement une volonté d'aller vers le réemploi. C'était une conscience collective. Et oui, je parle de ça parce que on voit aussi que l'action, on la forme d'un groupe. Chaque mois, finalement, on a de nouvelles personnes qui rejoignent le groupe, donc il y a vraiment une dynamique. Et qu'est-ce qu'on y fait? On va faire des réunions plénières, donc en rassemblant tout le monde sur des thématiques variées. La dernière était sur les matériothèques de réemploi, donc les plateformes physiques de réemploi, où on avait fait pitcher différents acteurs de la région, dont Enfin Réemploi, c'était Xavier Patriarche de Clinique Architecture qui avait présenté. Et il y avait plein d'autres matériothèques, certaines voilà, qui traitent le bois, puis d'autres multi-matériaux. Et donc, il y a cette volonté-là de rassembler vraiment les professionnels. Et on a vu dans la présentation de Damien, finalement, le réemploi, la massification, le développement du réemploi, ça passe par la mise en place de filières. Et donc, je pense que c'est là aussi que BF2, sa carte à jouer, c'est de rassembler tous ces acteurs justement qui peuvent faire filière, qui peuvent se mettre et ça passe par la mise en réseau via nos actions. Et en parallèle des réunions pour rassembler tout le monde, pour travailler, pour avancer sur des sujets, on a aussi mis en place des sous-groupes de travail qui sont rassemblés notamment pour faire cet argumentaire du réemploi. Donc c'est un argumentaire qui casse les 10 idées reçues sur les réemplois. J'ai ramené quelques exemplaires, vous pouvez partir avec, mais je peux faire tourner dessus. On a aussi un des gros points de la feuille de route qu'on a suivi, c'est nous on travaille beaucoup avec le retour d'expérience, on aime bien ça, le retour d'expérience, donc regarder les opérations, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et pour ça, sur le réemploi, on a mis en place une enquête, donc un formulaire sur Internet où les professionnels peuvent remplir les champs, répondre à de nombreuses questions sur leurs opérations pour avoir un retour critique. Et ça nous a permis de relever 36 opérations de réemploi en Auvergne-Rhône-Alpes. On travaille à faire des fiches retour d'expérience synthétiques. Et là, on travaille aussi à faire un vadomètre de réemploi, donc à faire un baromètre du réemploi pour montrer un peu la dynamique à l'échelle de la région, sans chercher à être exhaustif et à montrer tout ce qui existe, mais à montrer voilà, dans le réseau qu'est-ce qu'on a, les actions, enfin les opérations qui nous sont remontées jusqu'à nos oreilles et mettre ça en avant. J'insiste sur ce vadomètre parce qu'on a un webinaire de présentation qui est prévu dans pile poil une semaine, lundi prochain, le 29 à 11h. Ça, vous pouvez vous inscrire sur Internet et suivre ce webinaire qui présentera justement ces 36 opérations, les enseignements clés qui en sont ressortis. Ces opérations, il va y avoir des opérations qui vont être du bois, de réemploi en œuvre. On a par exemple des exemples de petites maisons avec du réemploi. On a aussi du réemploi sur des aménagements extérieurs avec réutilisation des terres excavées. Enfin, on a plein de choses à différentes échelles et je pense que voilà, vous pouvez trouver des choses sur le bois si c'est vraiment ça qui vous intéresse et vous pourrez aussi voir de nouvelles choses aussi. Sur l'argumentaire, on a notamment un bâtiment avec du ski de réemploi, du ski qui a été utilisé pour faire l'habillage d'un bungalow en façade. Voilà, donc différentes choses, c'est pour montrer un peu, déjà donner envie aux maîtres d'ouvrage et à tous les acteurs de s'y mettre et puis montrer que c'est possible, que ça s'est fait. Et puis montre aussi qu'ils peuvent taper les freins et viser à comment les lever. Donc c'est là que c'est important. Voilà.
c'est un peu le nerf de la guerre chez VAD, c'est de mettre, voilà, comme je le disais, je répète encore une fois, tous les acteurs en réseau pour pouvoir faire évoluer les pratiques et lever les freins. Et je pense que la massification du réemploi elle passera par une mise en réseau de tous les acteurs et pour aller dans le bon sens. Voilà. Maintenant, je laisse peut-être place aux questions, si vous avez des questions notamment sur les interventions précédentes. Les présentations, ça nous a permis de voir vraiment des choses très centrées, d'autres plus filières. Est-ce que vous avez déjà utilisé des choses sur le réemploi? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que là, c'était par curiosité? Par curiosité. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu retiens comme information principale? J'entends que le recyclage, ça va être pas mal développé, en quelque sorte. Ouais, c'est très intéressant de creuser davantage. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ce sujet justement du réemploi, il est abordé dans les centres de formation? Est-ce que c'est quelque chose qui... Parce qu'on voit que ça se développe énormément, nous, enfin, ouais, tu vois, en VAD, c'est un sujet qui est beaucoup à l'ordre du jour aujourd'hui. Je ne sais pas si dans les centres de formation, c'est quelque chose qui vont vous parler. Cette année-là, on a un challenge, en gros, on doit reproduire une paroi en fait, et dedans, on va introduire des matériaux de réemploi. Moi, je suis venu ici pour trouver un peu des idées. Et ça, ce challenge, il est lancé à quelle échelle en fait? C'est vraiment à l'échelle d'une école ou c'est un réseau d'écoles? C'est national. Ouais. Ouais, il faut s'inscrire. Il y a plein d'écoles de partout. Mais après, si des projets sont retenus, après, ils sont étudiés plus loin. D'accord. Pour répondre aussi en partie plutôt sur le côté école d'architecture, c'est un sujet qui maintenant fait partie. Oui, l'école de l'architecture de Grenoble et de Marseille. On va avoir un événement en septembre prochain, justement. Ça a eu lieu il y a 2 ans, pas l'année dernière, et là, je crois que à Grenoble, l'objectif, c'est de faire travailler les étudiants, justement. Et ils auraient besoin de partenaires d'entreprise qui auraient du bois pour faire travailler les étudiants. Oui, il y a dans le cadre du Solar Décathlon aussi, c'est pas mal les biosourcés aussi. Mais là, je sais que cette année, il y a aussi une démarche réemploi dans l'équipe Solar Décathlon qui rassemble, je crois, 8 établissements, dont l'école de Grenoble, l'architecture, puis d'autres établissements. Je ne sais pas si vous connaissez le Solar Décathlon. C'est une compétition où du coup, des étudiants vont construire un démonstrateur, un prototype en fait des bâtiments. Et là, du coup, la team Aura qui va proposer un prototype. Donc là, c'est une compétition. Enfin là, c'est la version Europe. Donc ils partiront en Allemagne à Wuppertal. Là, ils sont en train de monter le prototype, ils vont le démonter, ils vont le transporter. Donc, pareil, les réflexions sur l'éco-conception, elles se posent pour pouvoir démonter et remonter. Et ils vont monter le prototype là-bas avec d'autres équipes européennes. Et donc, l'habilitation avec du biosourcé et une démarche réemploi aussi. Une démarche réemploi en réutilisant notamment les anciens prototypes des versions précédentes. Du coup, là, je pense que c'est un sujet qui est d'intérêt, qui est dans les écoles. Vous disiez que la demande est beaucoup de particuliers aujourd'hui. Parce que du coup, les particuliers peuvent se rendre en matériauthèque, c'est ça? Oui, complètement. C'est un lieu qui est ouvert dans les mêmes conditions. Alors, le particulier n'est pas plus demandeur que le professionnel. Il a moins de questions. Moins de contraintes. Et en fait, on a presque 2 types de produits, chacun dédié à l'une ou l'autre de ces 2 catégories. Le professionnel, on a senti qu'il a, pour avoir discuté avec beaucoup de professionnels du bâtiment, ils ont besoin d'un service qui est identique à celui du neuf, c'est-à-dire
d'avoir une garantie de volume, de constance de fourniture, éventuellement de la livraison et une qualité de produit également. Ce à quoi évidemment on n'est encore pas complètement arrivé, vous en doutez. Et puis aussi, il veut être serein quand il a posé ses matériaux sur les volets assurantiels que j'ai abordés tout à l'heure, sur lesquels on n'a encore pas toutes les réponses. Le particulier, lui, besoin différent, c'est un prix plus accessible que ce qu'il va trouver en œuvre, ou, on l'a vu récemment, simplement trouver la matière. Là où, dans sa grande surface de bricolage habituelle, les rayons, ils étaient du coup, des besoins qui sont quand même assez différents, et le particulier, du coup, se pose pas la question de la norme, etc. Lui, soit il vient chercher le cachet de l'ancien parce que il est en train de rénover une des maisons et que ça va bien, et c'est ça qu'il veut, il veut pas que ça soit surtout pas, et que s'il y a reconditionné un peu, il va passer son week-end à poncer, tant qu'on ne lui fait pas payer le ponçage, il est content parce que du coup, il sort une belle opportunité d'achat. Voilà. Il y a vraiment les deux demandes, il y en a une qui est plus facile à aborder. J'ai une question parce que le réemploi, ça soulève aussi la question de la traçabilité des matériaux, notamment ce qui est de la construction. Et la question de la traçabilité dans la filière, elle est centrale, mais en même temps, peut-être chez les entreprises, elles savent qu'il va falloir y aller. On nous dit oui, mais c'est compliqué, mais l'agroalimentaire, c'est encore plus compliqué. On a bien une traçabilité qui est très précise. Est-ce que c'est pas aussi un enjeu d'avoir parlé d'architectes qui changent de philosophie, mais est-ce que il n'y a pas une démarche globale d'architecte qui va, je sais pas moi, laisser des traces de quel matériau il a employé et qu'on sache exactement quel était le matériau, qui soit caractérisé au moment de la déconstruction, on sait ce qu'on a et on sait comment la poutre elle a travaillé, comment on l'a employé et donc comment le réemployer derrière. Alors du coup, moi j'abonde plutôt que répondre de deux manières. C'est vrai que la traçabilité c'est essentiel, notamment sur cette question d'assurance. Parce que d'avoir la fiche technique du matériau, en gros sa carte d'identité, ce qu'il a vécu, ce qu'il était à la base, pourquoi pas ses caractéristiques initiales, quel était son fournisseur, son niveau de performance. Si on a tout cet historique, au moment où on doit faire des tests pour revalider cette matière pour qu'elle vous parte dans la construction, que tout ça soit visé par un bureau de contrôle qui du coup nous autorise à le faire, c'est un super atout pour faciliter les choses. On a toute cette carte d'identité, c'est génial. C'est rarement le cas, il faut faire un très gros travail, c'est le travail de caractérisation, c'est un petit bidon. Et du coup, je réponds là, deuxième volet de la réponse, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui ne sont pas encore banalisés, mais le BIM sera un outil fabuleux pour faire du réemploi après-demain. Parce qu'avec le BIM, on va pouvoir rentrer. Le BIM, c'est de la maquette numérique, en fait, quand on fait de la construction, ce qui permet de gérer tous les aspects, hein, de la conception, de la mise en œuvre, du suivi de la livraison sur chantier, etc. Donc, la carte d'identité du matériel. Je l'appelle carte d'identité, c'est pas un outil vraiment, mais c'est bien l'image. Et ça, en fin de vie de bâtiment, si on a gardé tout ce fichier, on a tout ce que le matériau a vécu, et ça, ce sera un très bon outil de traçabilité. Après, tout le monde ne se met pas au BIM, donc en tant qu'architecte, je pourrais faire un peu de critique aussi dessus. Voilà, c'est pas le sujet, mais ça pourra faciliter. En tout cas, ça pourrait être une pièce, parce que la traçabilité dans la filière, c'est des blocs en fait. À chaque étape, on va faire un bloc. On n'a pas parlé des chutes de process. Alors là, on n'est plus trop dans le bâtiment, mais encore il peut y avoir des choses qui restent sur les gros chantiers notamment. Et on a au niveau des industries, alors parlons du bois par exemple, c'est que on a Fournier à Thônes, là, vers Haute-Savoie, ils ont des palettes entières, enfin des bennes entières tous les jours de mélaminé, quoi, enfin entre autres, voilà, qui
qui peuvent faire, je sais pas, enfin, genre 1-2 mètres carrés, et pour eux, ça rentre plus dans leur process. Donc là, on a aussi, d'ailleurs, je crois que ça les intéresserait, qu'il y ait des solutions derrière qui réemploient, parce que mélaminé, en plus, c'est du bois, mais pas que. Et tant que déchet, c'est un peu compliqué. Sans l'employer directement pour en refaire du neuf, en fait. On le réemploie, on ne le recycle pas, on le réemploie. C'est-à-dire que déjà, ça veut dire qu'il n'est pas jeté dans la benne de 4 mètres de haut. C'est ce qui se fait actuellement. Je les ai rencontrés. Voilà. Donc c'est ce qui était dit, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience parce qu'en un geste, on a perdu 90% de la valeur du produit. Sur ce type de sujet, là on parle de très très gros volumes de chute de production. L'enjeu, c'est la mise en lien entre cet industriel qui a un déchet et l'autre industriel qui a un besoin, et faire coïncider sur des aspects techniques, notamment cette dimension d'1 mètre carré qui reste du premier, est-ce qu'elle convient et à quel industriel elle va convenir pour que ça rentre lui dans son process de fabrication. Et là, c'est du réseau, c'est de la mise en lien. Il y a la CCI qui a travaillé un outil qui s'appelle la plateforme Actif, qui est justement une mise en lien d'industriels, mais pas que, où on peut, quand on est possesseur de matière dont on veut se défaire, l'indiquer sur la plateforme pour qu'elle trouve preneur. C'est comme un outil du matériau. Et ça, les outils de mise en réseau, comme ça, d'interconnaissance, c'est très très précieux. Oui, parce qu'il y a la question de disponibilité et du coup le timing aussi. Ouais. Il faut que la ressource elle soit disponible, elle va être démontée à telle date. Mais, il faut que la personne puisse la récupérer et la mettre en œuvre à ce moment-là, ou la stocker pendant X mois, voire années, le temps que le projet se passe avec. Et cette plateforme, elle est ouverte aussi. Alors, la plateforme Actif, c'est une plateforme qu'on dit numérique, donc c'est pas un lieu physique, elle ne fait pas transiter elle la matière, elle c'est simplement une mise en relation. C'est le bon coin, on va dire. Il me semble que c'est réservé aux professionnels. Et du coup, je ne suis pas allé plus loin dans la définition. Parce que par les autres verrous, il y a le stockage, mais il y a aussi le transport, on en a parlé. Et dans le transport, il y a la distance de transport. Plus on est loin et plus ça coûte. Et plus on émet en carbone, donc on est plus si vertueux que ça. Donc le stockage et le réemploi, il faut qu'il soit à une échelle relativement locale pour que ça ait un intérêt global. Alors on perd difficilement l'intérêt, en fait, le côté vertueux du réemploi. Quand bien même on a un transport, même s'il est français, ouais, on reste très très positif. Mais le réemploi, il a aussi une vocation, c'est de faire naître ou de faire travailler des filières locales quand on retransforme la matière, quand on la transporte, de faire travailler l'économie en local. Et c'est ça la perte, par contre, qu'on aurait à aller travailler pour. Oui, mais si on a des matières qui sont en petit volume et qu'on transporte sur des distances, oui. C'est ça, l'emploi, il n'y a pas forcément un volume conséquent, en fait. Et le risque aussi d'aller transporter cette matière, c'est que quand on fait du réemploi, nous, par exemple, on stocke, sur 1 an et demi, on a collecté de l'ordre de 80 tonnes de matériaux. Ça ne veut pas dire que c'est 80 tonnes qui vont trouver leur seconde vie. Il y a une partie qui va quand même, in fine, même si on n'aura pas réussi à la replonger, qui va partir en déchets. Et du coup, quand on transporte, par exemple, on a été sollicité récemment par des architectes parisiens qui cherchaient un exutoire pour la matière de démolition, et ils vont chercher jusqu'en faveur des lieux pour collecter la matière. Du coup, c'est compliqué parce qu'on déporte la pollution, en fait. Là où ce serait allé en déchetterie à Paris, en partie, j'espère qu'il y a une grosse partie qui en réemploi, mais la partie qui ne va pas, si on l'a amené en Savoie, c'est en Savoie qu'on doit assumer la pollution. C'est pas bien, quoi.
J'ai une question par rapport à Colin ou à M. Magnin. Vous, en tant qu'architecte, est-ce que vous êtes sollicité par des maîtres d'ouvrage publics et privés qui ont cette demande? Est-ce que certains demandent, voilà, dans un projet, j'aimerais vraiment mettre en valeur des matériaux de réemploi? Est-ce que c'est une demande à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui? Alors, pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion, bien qu'il y a un projet ici sur le plateau d'Hauteville de construction de gendarmerie, donc de déconstruction d'un ancien sanatorium, et ça faisait partie du cahier des charges de valoriser le réemploi. Donc, il y a quand même une volonté de la mairie du plateau d'Hauteville, c'est élevé quand même, bien qu'il n'y ait pas d'éléments très précis sur la démarche à mener. Et alors bon, ça, j'aimerais quand même souligner notre engagement qui est quand même à saluer, parce que c'est la tâche est immense en fait. Je réclame beaucoup de tout ça. Et voilà, je pense que petit à petit, c'est des choses qui, en faisant chacun un petit peu, on arrive à avancer et à trouver des solutions. Mais en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans tous ces propos, c'est que ça remet en cause même notre manière de concevoir. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, si on est dans cette démarche, ce n'est plus de concevoir quelque chose et de se débrouiller pour le réaliser, mais c'est de partir d'une ressource et de faire avec. Et en fait, alors on peut pas faire tout, on peut pas faire tout parce que déjà on a déjà du mal à faire un bâtiment dans les délais, dans le budget et dans toutes les contraintes qu'on a. Mais voilà, il faut travailler des petits sujets en particulier. Alors, quand tu as parlé de la question des portes, de démolir un bâtiment, on a 200 portes. C'est pareil pour les fenêtres. Pour les plaintes, on a un kilomètre de plainte. Tout de suite, on peut avoir des matériaux très précis dans des échelles immenses. Et peut-être qu'il faut partir à un moment donné de dire, il y a 1 kilomètre de plainte, qu'est-ce que je fais avec? Et alors peut-être qu'il ne faut pas les remettre en plainte, je ne sais pas, mais peut-être qu'il faut faire un projet artistique, peut-être qu'il faut inclure des designers qui font du mobilier. Donc, pour moi, ça va même au-delà de la filière de la construction. Est-ce que c'est une démarche que vous, le collectif, avez de aussi fédérer des designers, des artistes qui pourraient aussi avoir leur part? Oui, alors, nous, là, je mets le doigt sur un truc qui est pourtant mon cheval de bataille, c'est la désirabilité du réemploi. Il y a un très gros enjeu pour créer l'adhésion du public, parce que le réemploi, c'est associé au monde du déchet, avec l'image un peu péjorative de ce matériau qui est dans une benne, qui est un peu cassé, qui est sale. Il faut réapporter cette couche d'imaginaire et de superbe aux matériaux pour que justement on crée l'adhésion. Parfois, parce que c'est nécessaire, sinon on n'arrive pas à le réutiliser. Oui, nous, on a envie de faire ça. Évidemment, avec même pas 2 ans d'ancienneté, on ne peut pas aborder ça de fond, mais c'est exactement ce pourquoi le RAB Lab se crée, c'est ça. Le RAB, c'est le réemploi appliqué au bâtiment. Et du coup, on est en mode expérimental. C'est un laboratoire où on essaie, du coup, des fois de trouver la brèche pour qu'un matériau comme une plainte, comme ça, spontanément, bon, on en fait quoi à partir sur une plainte, enfin, il faut trouver, et ça c'est les designers qui peuvent apporter cette couche-là. Je mets dans les designers les architectes aussi, hein, j'entends designer au sens de concepteur de manière globale. Et remarque très très juste que tu abordes, c'est celle de la manière dont ces concepteurs aborder le réemploi. Nous, on aime bien l'image du cuisinier qui fait de la cuisine du marché pour son repas de midi. Il va faire le marché le matin. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Il y a une belle sole, il y a des aubergines, machin. Et le menu, c'est le marché qui lui dicte. Et là, c'est pareil. On sait qu'on a X mètres cubes de bois, des pierres de taille. Comment on fait un projet avec ça plutôt que ce qu'on fait aujourd'hui, naturel? Je fais pareil, enfin, j'essaye de changer. On fait un très beau dessin souvent, et puis après on va dans un catalogue chercher le matériau pour le il est différent. Après, on peut quand même faire un peu comme ça. Hein. Nous, on essaie de développer aussi des manières de faire où
on fait du sourcing. Par exemple, quand on nous fait une demande, voilà, sur un projet, on veut faire du remploi, on doit faire un plâtrage extérieur de X mètres carrés. Est-ce que vous avez ça? Je dis, bah, on en a 20%. On peut avoir une mission de sourcing. On va chercher chez nos camarades parce que le réemploi est encore un petit monde aujourd'hui de franche camaraderie où du coup on partage beaucoup de choses et on a envie de faire avancer le sujet. Et donc on peut aller chercher la matière qu'on nous demande. Donc là on est vraiment sur le fonctionnement catalogue, mais ça a ses limites en temporalité, en volume, etc. En qualité aussi. Est-ce qu'il existe la plateforme CycleUp? Alors CycleUp, c'est un opérateur comme on peut l'être. CycleUp, c'est une plus grosse machine. Ils ont commencé par être ce qu'on appelle une marketplace, donc c'est une plateforme numérique où ils mettent en lien une entité, une structure qui a un besoin en matière avec un chantier qui en a, par exemple. Et eux, ils vendent cette matière. Et au début, ils ne stockaient pas la matière, ça transitait directement de chantier à acheteur. Et là, ils ont quand même compris qu'il y avait un vrai intérêt à avoir des plateformes maillées. Donc, ils ont commencé à en avoir une, Philippe, à Paris. Et puis là, ils commencent à essaimer ça sur Rodin. Voilà, donc à trouver des lieux plateformes. Mais voilà, CycleUp est pas, j'entends souvent ça, c'est pas une plateforme nationale portée par. C'est un opérateur privé comme nous et voilà, des choses quelque plus médiatisées. Alors, en expérience de réemploi, en effet, il n'y a pas très longtemps, un petit projet pour une commune autour de Bourg où on a fait une halle qui prolongeait un préau existant et en utilisant la charpente d'un bâtiment qui a été démoli. Et on avait également un peu de carreaux de terre qu'on a réutilisé en sol. C'était vraiment une demande du maire de dire j'ai envie de réutiliser les matériaux. C'est un peu particulier parce que, alors, déjà, on n'a pas suivi le chantier. On a fait permis puis projet et après, il a voulu travailler avec des entreprises un peu en direct. C'était un peu, pas complètement dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage public, dirons-nous, mais ça a pu se faire. Ça, c'était une expérience. On a répondu, je dirais, depuis un peu plus d'un an, peut-être à 3 marchés publics où ils citaient clairement des volontés de réemploi sans forcément être retenu au final. Mais en tout cas, c'est en train de rentrer dans certains appels. Et puis là, on est sur des projets neufs où on essaie d'aborder cette question de réemploi dès le départ. Typiquement, on travaille sur un centre équestre à Isère-Nord avec des objectifs bas carbone, on est beaucoup en bois et on a basculé par exemple en charpente treillis au lieu d'être en lamellé, parce qu'une belle poutre lamellée, on va stocker plein de carbone, on sera content, mais à la fin, on ne pourra rien en faire. Alors qu'une poutre treillis standard de bâtiment agricole, on pourra la démonter et la réutiliser. On va moins utiliser le bois, on va en laisser aux autres parce qu'on est en pénurie de bois, donc on va en laisser aussi aux petits copains. Et puis en fin d'usage, on pourra le réutiliser